Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Le Brésil a banni Twitter et ça affecte plus de 40 millions d'utilisateurs de cette plateforme qui appartient à Elon Musk. On voulait en parler avec Ferd Bastien, notre chroniqueur, YouTuber, créateur de contenu et toujours au fait de ce qui se passe sur la planète web. Connecté sur Internet pour que vous puissiez le lâcher une fois de temps en temps. Exact. Moi, je fais ça pour vous. Ben ça, c'est magnifique et c'est très apprécié. Voilà. Explique-nous Moi, j'ai vu ça puis je me suis dit, sincèrement... Peut-on vivre sans Twitter? La réponse, personnellement, je trouve que oui. Moi, j'ai de la misère à vivre sans Twitter. Pour vrai, j'ai de la misère. Quand je prends des vacances, là, c'est le site où j'ai le plus l'adulté à quitter. C'est comme mon journal le matin. Moi, je me lève puis j'ouvre Twitter. Ouais, je suis sûr. Puis j'étais comme ça avant que Elon Musk l'achète. Puis je le suis encore plus depuis qu'Elon Musk l'a acheté. Mais c'est pas par rapport à Elon Musk. C'est juste que l'algorithme est encore plus addictif maintenant. Parce que? Ben, je trouve que c'est le meilleur moyen de suivre la Silicon Valley. Moi, c'est un de mes hobbies préférés. C'est même aussi quelque chose que je fais professionnellement, suivre la Silicon Valley, donc c'est super pratique, mais aussi j'aime voir ce qui se fait en immobilier aux États-Unis. On a souvent des échos de ce qui se passe avant que ça débarque ici. Puis je trouve que c'est encore... Fait que t'as l'impression d'être véritablement informé, c'est ça que tu dis, sur certains trucs quand même relativement nichés. OK, c'est qu'il faut savoir dans quoi on plonge, parce que dans le sens où il y a beaucoup de désinformation sur les médias sociaux, particulièrement sur Twitter, là, je m'en cache pas du tout. Puis autant de la désinformation juste niaiseuse, là, de la mauvaise information, que des gens qui tentent volontairement de faire changer ton opinion politiquement, peut-être parfois de manière malveillante. Là, donc ça, c'est très possible, mais c'est qu'il faut que tu plonges dans ces écosystèmes-là en disant je vais voir un paquet d'affaires et je dois faire ma propre opinion de tout ce que je vois. T'sais, parce que effectivement, il y en a des trucs qui sont pas vérifiés, mais ça peut comment être tu peux te une faire bonne idée, un début de rumeur, puis après ça, tu vas vérifier sur d'autres sources ou sans nécessairement dire c'est ça qui va arriver, ben c'est là où t'as les premiers échos. Voici le meilleur exemple. Le lendemain du débat désastreux de Biden, il y avait déjà des sources démocrates sur Twitter qui disaient c'est terminé, on va le changer avant la prochaine convention démocrate. Puis là, après, tout le monde se faisait dire OK, chapeau d'aluminium, vous êtes des conspirationnistes. Mais le point, c'est quand même, sans dire hey, vu que ça a été dit, c'est officiellement vrai, mais il y a quand même un intérêt, selon moi, pas journalistiquement, là, sans dire ceci est un fait, mais il y a un intérêt de curiosité à essayer de voir où est-ce que la rumeur prend forme en premier sur Internet. Puis souvent c'est Reddit, souvent c'est Twitter et maintenant TikTok dans une autre génération, dans une autre vélocité complètement là. Mais tu sais c'est beaucoup là où ça se passe. Et là si on revient à l'actualité d'aujourd'hui, il y a plein de Brésiliens qui se priveront de cet avantage que je viens de décrire, d'essayer d'aller voir la rumeur, cette information non filtrée. Bon, on sait que... pourquoi Twitter a été banni au Brésil? Est-ce que c'est justement parce que on estime qu'il y a trop de désinformation? Ben c'est tellement intéressant parce que selon si vous vous positionnez à gauche ou à droite sur l'échiquier politique, vous allez répondre différemment à cette question. Il y en a qui vont dire parce que le Brésil essaie de censurer, de contrôler le libre discours. Bon, là, il y a quelques années, Monsieur Elon Musk, l'infâme Elon Musk a acheté Twitter, l'a rebaptisé X. Lui dit que c'est pour la liberté d'expression. On s'entend que cet homme est un peu à droite, là, pas mal à droite. Il milite pour Donald Trump aux États-Unis présentement. Mais, et là, il y a un juge de la Cour suprême au Brésil qui aurait ordonné à Elon Musk de bannir 7 comptes en particulier. Et là, c'est que ça donne que c'est 7 comptes de l'opposition au parti qui l'a mis au pouvoir. Alors, tu sais... ça donne raison un peu à Elon Musk, de ce point de vue-là. Pour ceux qui sont un peu plus à droite, effectivement, Elon fait juste se battre contre la désinformation en disant, c'est pas vrai qu'il y a un juge d'un pays démocratique qui va dicter à une plateforme de réseaux sociaux quoi dire ou quoi ne pas dire. Mais c'est même pas d'être à droite, ça, Fred. C'est juste de dire, ça devient de la censure. Seulement, c'était vrai, parce que c'est rendu des identités tribales maintenant, la gauche et la droite. Donc maintenant, si t'es à gauche, tout ce que les gens à droite font, ça devient complètement diabolisé et vice-versa. Là, Puis là, j'exagère parce que je suis dans un monde polarisé sur Internet. On se souvient que dans la vraie vie, le monde sont moins pires. Mais sur Internet, on voit juste les plus extrêmes. Puis les algorithmes nous montrent ça. Là, autant qu'on soit d'accord ou non, c'est à ça qu'on sert. Même ce matin encore, je voyais une publication de Elon Musk sur sa propre plateforme. Là. C'est comme si il ouvrait son journal puis il parlait lui-même dedans.
là, tu sais. C'est fou. Mais lui, il disait, n'oubliez pas que si vous envoyez des vidéos à vos amis qui vous indignent, des vidéos que vous n'aimez pas, et la plateforme va continuer de vous en montrer parce que nous, on est trop niaiseux, on pense que vous aimez ça, dans le fond. Fait que, tu sais, n'oublions pas aussi que quand on réagit fortement sur les réseaux sociaux, même quand on réagit négativement, c'est ça qui nous est montré à nouveau, tu sais. Mais bon, pour revenir au Brésil... Non, mais c'est important, ça, parce que les utilisateurs le savent pas toujours, ça. Exact. C'est pas tout le monde qui voit la même chose. Exact. Puis ce que vous voyez est ce qui fait le plus réagir en général. Et ce qui vous fait le plus réagir en général. Ouais. Puis pour revenir au Brésil, pourquoi est-ce que c'est intéressant maintenant? Mais parce que on est un peu dans un moment où il y a on pourrait dire une lutte là, entre certains gouvernements démocratiques, le contrôle de l'information et les médias sociaux. Je donne l'exemple de Mark Zuckerberg il y a quelques semaines qui a affirmé qu'effectivement l'administration Biden avait mis des pressions sur Facebook pour littéralement là, changer leur algorithme pour certaines nouvelles, notamment pendant la COVID, oui, mais aussi par rapport au fameux laptop de Hunter Biden là, qui était toute une histoire sur Internet et dans le monde journalistique aussi, mais sans plonger là-dedans parce que je pense qu'on n'en sortirait pas, de dire que il y a des dirigeants des compagnies de technologie qu'on utilise tous les jours, là, notamment Mark Zuckerberg et Elon Musk, qui sont dans présentement l'arène politique et de la liberté d'expression au moment où on se parle. Et là, j'ai l'impression que on regarde ce qui se passe ici au Canada avec la loi C11 par exemple, où on essaie de nous aussi là, de plonger dans l'arène avec ces dirigeants informatiques là. C'est intéressant de voir que la solution de Elon Musk pour le Brésil ressemble un petit peu peut-être à ce que M. Zuckerberg a fait au Canada avec les nouvelles, c'est-à-dire là si c'est compliqué, on va juste complètement s'en aller. Exact. Alors tu sais M. Musk là, en tout cas c'est peut-être aussi une manière de faire parler de lui positivement, mais a l'air du gars qui dit c'est pas vrai qu'on va censurer seulement 7 comptes de l'opposition. Là, malheureusement, je ne suis pas allé voir les 7 comptes en question. Là. Est-ce que c'est des comptes qui sont dignes de l'extrême droite ou non? Je ne le sais pas, mais ce qui est certain, c'est que M. Musk semble dire on touche pas à mon bijou qui est Twitter, on garde le giron tel qu'il est. La critique la plus intéressante que j'ai lue à cet égard, c'est que M. Musk aurait déjà fait des ententes avec des gouvernements autoritaires dans le cadre de certains de certains des règlements là, qu'il aurait fait dans le passé, notamment en Hongrie, si je me souviens bien, là, tu sais, pour dans ce cas-là, c'était pas censurer des comptes en particulier, mais c'était quand même de permettre au pouvoir de peut-être avoir un regard sur l'information qui circulait sur Twitter. Donc c'est intéressant de voir que maintenant, il aurait choisi de complètement se retirer du Brésil, alors que dans le passé, il aurait probablement déjà fait des ententes avec des pays pour rester dans des pays. Certains diraient justement, c'est là parce que c'est les comptes en question, ils sont de son bord politiquement, fait que c'est là où il brasse un peu de la merde. Fait qu'il manipule, finalement. Si seulement je peux le savoir, je serais probablement milliardaire comme lui. Là, complètement. Mais tu sais, je suis sur son Twitter à lui, justement. Ouais. Il est vérifié. Oui, bien sûr, c'est sa propre... Mais tu sais, regardez dans l'histoire, on n'a même pas besoin de regarder juste ici et maintenant, là, mais regardez juste dans l'histoire combien de gens richissimes ont acheté des médias. Là. Regardez juste, M. Bezos de Amazon a le Washington Post, mais tu sais, Elon Musk a acheté Twitter. C'est juste que c'était pas un média... Il a pas acheté là, un Pulitzer, ou il a pas acheté un gros empire médiatique, il a acheté un réseau social, puis... maintenant, on peut voir ce que ça a comme impact sur nos démocraties et nos politiques, mais c'est certainement un joueur incontournable là, dans le monde dans lequel on vit. En tout cas, ce que ça nous rappelle, c'est qu'il faut vraiment faire très attention à ce qu'on lit puis à pas tout prendre pour du cash. Je pensais que tu allais me parler il y a Netflix, Spotify puis autres GAFAM qui doivent désormais verser 5% de leur revenu brut généré au Canada pour produire du contenu canadien. Ouais, ça, c'est les découlés de ce qu'on décrivait avec, entre autres, C11 et etc. Parce que hier soir, c'est là que entrait la première réglementation là, qui les force à faire ça. Moi, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Est-ce qu'on l'investit dans les créateurs numériques? Là, c'est pas énorme, là. Non, mais... Dans les créateurs numériques? C'est considérant que c'est nous qui faisons... Les productions originales à la télévision aussi? Pourquoi pas les deux? Moi, je pense qu'on devrait faire les deux en même temps. Exact. Ouais. Mais 5%, on s'entend. C'est pas beaucoup. Si c'est 5% c'est revenus, ça peut être gros en tabarnouche. Là, oui, mais est-ce qu'on va avoir leurs états financiers pour savoir exactement c'est quoi leur revenu brut? Je m'en mêle. Je vais aller voir chacun des dirigeants. Je vais faire comme Mélanie Joly il y a 10 ans. Ils vont bien nous dire combien. Je vais aller voir tous les dirigeants de la Silicon Valley. Mais non, mais c'est intéressant de voir que l'important, c'est que notre culture survive.
Complètement. Et en français, s'il vous plaît. Oui. Puis, merci beaucoup, Fred bientôt, Bastien. Isabelle Maréchal sur ma chaîne YouTube. Moi, je viens te voir ici en studio. Ça serait magnifique. Tu viendras chez nous. Avec aucun problème. Avec grand plaisir. Isabelle Perron, merci beaucoup. Merci infiniment. Et demain? On ne rate pas à l'émission un sujet qui a fait énormément réagir. On pense au décès de Johnny Gaudreau et son frère qui ont été fauchés par ce chauffeur qui avait consommé beaucoup d'alcool au volant. Ça fait encore beaucoup réagir, cette nouvelle épouvantable. Alors demain à l'émission, les récidivistes au volant. Oui. Si ça vous fait réagir, vous avez des histoires à nous raconter, isabelle@cube.ca. Vous pouvez aussi nous écrire au 187 Cube Radio, 187, c'est ça, Cube Radio. Et vous pourrez souhaiter bonne fête à Benoît aujourd'hui parce que c'est son anniversaire. Alors vous pourrez faire comme Maxime et inonder le 187 Cube Radio si vous en avez envie, le texto ou encore le téléphone. Oui. Ben oui, demain, je vais revenir sur les récidivistes au volant parce que cette histoire, vous l'avez vu en fin de semaine là, dans le Journal de Montréal, il y avait tout un dossier de plusieurs pages là-dessus. Puis, sincèrement, moi, ça m'arrache le cœur de voir qu'encore aujourd'hui, en 2024, malgré toutes les campagnes de prévention contre l'alcool au volant, puis là, tu sais, les deux frères, ça se passait aux États-Unis, au New Jersey, mais au Québec, j'ai sorti juste quelques histoires ce matin. Tu fais récidiviste au volant Québec, c'est fou les histoires qui sortent. Et il y a encore des gens qui sont tu sais, ça fait plusieurs fois qu'ils se font attraper avec l'alcool au volant, puis on leur donne des petites amendes bonbons, puis ils reprennent le volant, puis ils y apprennent pas. Alors, je veux vraiment qu'on revienne là-dessus demain, entre autres. Vous avez été très nombreux à participer à cette émission. Merci beaucoup. Merci infiniment. On refait ça demain. Merci à Florence Lamoureux à la recherche, à Jean-François Roy à la technique et à la réalisation. Ici, Isabelle Maréchal. Benoît Dutrisac s'en vient. Restez là. Partagez cette journée de congé avec nous. On se refait ça demain. Bonne journée tout le monde.